notions qui sont importantes pour réussir il y a, pardon, 7 notions qui sont importantes pour réussir sa, transformation digitale. Je vais les passer, rapidement, mais la première d'entre elles, c'est que, il faut quand même avoir une impulsion managériale forte. Le management doit dire: «On y va», parce que, dans la mesure où, on change de modèle organisationnel, il faut quand même qu'il y ait un accord du management et un support du management à cet égard. 2e notion, c'est qu'il faut quand même prendre soin du capital humain, c'est-à-dire, être capable de détecter les gens qui sont compétents dans une organisation, qui ne sont pas forcément uniquement, au sein de l'unité IT de l'organisation, DSI de l'organisation, mais qui peuvent se trouver à différents niveaux. Ça peut être des innovateurs, ça peut être des codeurs, du dimanche, mais qui ont finalement une expérience intéressante. Et il faut essayer de valoriser ces individus, en faire des champions au sein de l'entreprise qui vont aider à populariser, l'idée de transformation digitale. Il faut avoir une marque employeur qui donne envie aux codeurs de venir, ça je pense c'est important. Il y a aujourd'hui, contrainte forte sur la ressource, il n'y a pas assez de codeurs dans le monde. Aux États-Unis, il en manque 1 000 000, en Europe, il en manque aux alentours de 900 000 et en France, probablement aux alentours de 110 000. Donc c'est important et il faut évidemment faire en sorte que ces gens soient enthousiasmés par le projet que vous avez et aient envie de venir. Et puis il faut reformer, l'ensemble des équipes, ce que vous êtes en train de faire, c'est évidemment bienvenu, pour que les gens comprennent les enjeux de la transformation digitale. La 3e notion, c'est, une notion qui est assez, importante, c'est le fait d'être capable de planifier 3 sujets qui sont, finalement, à partir de la vision de l'entreprise, le sujet de, ce qu'on appelle comment dire? La roadmap du people. D'ici 2030, combien de personnes estimez-vous avoir besoin dans le domaine, dans les fonctions technologiques? Vous allez vous rendre compte qu'en fonction du projet, de la vision d'entreprise que vous avez, en général, on arrive sur des chiffres qui sont importants. Donc il vaut mieux que, les ressources humaines soient capables de planifier ça. La 2e chose, et c'est particulièrement vrai dans les banques, vous avez beaucoup d'historique informatique, ce qu'on appelle le legacy, et il faut mettre en place un projet pour se débarrasser du legacy, c'est-à-dire mettre ce legacy sous API et faire en sorte qu'on ait une plateforme moderne qui permette de construire facilement des nouveaux services. Et donc planifier dans le temps long, moi j'invite, généralement les entreprises à des échelles de temps notamment dans la banque, plutôt de 10 ans qu'autre chose, parce qu'on se rend compte que c'est des investissements importants et puis ça donne une certaine sérénité de se dire que, finalement on va le faire et on va le faire dans une logique d'investissement sur le temps long. Puis le 3e aspect, c'est ce que je disais à l'instant, c'est comment on passe d'un mode silo à un mode projet. Et ça nécessite une planification de la gouvernance qu'on peut mesurer par exemple au nombre de niveaux hiérarchiques ou au nombre de collaborateurs qui sont passés en mode agile, sachant que tous les collaborateurs n'ont pas vocation à passer en mode agile, mais par exemple dans une organisation industrielle, on monte jusqu'à 70 des collaborateurs, qui passent, sur, ce type de fonctionnement, là. Et ce qui sort ça, c'est généralement, des nouveaux modèles d'affaires, qui sont, plus capables de prendre des externalités comme par exemple les enjeux de sustainabilité, au sein, des, entreprises. Et ça se résume sous, people, infrastructure, gouvernance, le terme, PIG, dont je reparlerai un petit peu plus tard. 3e aspect, 4e aspect qui est important, c'est de créer, une culture de la donnée. Ce qui, je crois, est vraiment fondamental au sein de ces entreprises, c'est-à-dire, d'être capable de créer des barrières à l'entrée au travers de la data, dans, ces entreprises. Donc pour ça, il faut, être, capable de comprendre qu'on est dans un environnement où il y a des données structurées, il y a des données non structurées et puis il y a de l'open data, c'est-à-dire de la donnée qu'on peut attraper, librement, vous pouvez attraper de la météo, sur OpenStreetMap, vous pouvez attraper de la géographie. Sur un certain nombre de réseaux sociaux, vous pouvez crawler ces réseaux sociaux et extraire de la donnée. Et puis, ces données, elles sont propriétaires, elles sont accessibles au travers de partenariats que vous pouvez faire, ou encore une fois, elles sont open data. Et donc, comprendre la géographie de la donnée qui vous entoure, c'est évidemment important pour pouvoir créer de nouvelles expériences utilisateurs. À partir de cette donnée, vous pouvez créer de nouveaux KPI, de nouveaux, indicateurs et puis vous pouvez aussi créer, ce qui est important, des indicateurs stratégiques, des key strategic objectives, au sein de l'entreprise, qui vous permettent de vous assurer que, vous êtes dans le bon plan de marche par rapport
à la révolution numérique. Le cinquième aspect qui est, je crois, très important, c'est de créer une culture de l'innovation. Et donc d'éviter, ce que j'observe beaucoup dans les entreprises, c'est un syndrome du lab, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui sont chargées de faire l'innovation. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise soit concerné par ces sujets-là et que, tous les collaborateurs puissent avoir l'idée d'une expérience nouvelle qu'on pourrait potentiellement, créer et qui fasse en sorte que, on fasse évoluer le métier. Et là aussi, j'y reviendrai. Alors ça veut dire dans les environnements bancaires que, on soit dans un contexte où, la compliance, ce soit quelque chose qu'on puisse prendre en compte. Et c'est souvent un gros frein, la compliance, c'est-à-dire, être conforme aux directives européennes, c'est évidemment compliqué. Moi, ce que je recommande, c'est, finalement de créer des logiques de bac à sable, de sandbox, c'est-à-dire de domaines où on s'extrait de la compliance et on se dit: «On a le droit de faire ce qu'on veut». À petite échelle, évidemment, à l'échelle d'un tout petit groupe de tests et une fois qu'on a une expérience qu'on considère comme pure et radicale, de voir comment est-ce qu'on peut, se mettre en conformité, avec la compliance. Mais si la première personne que vous allez voir quand vous commencez à innover, c'est le directeur juridique, en général, vous détruisez l'expérience utilisateur et votre innovation ne va pas très loin. Dans la logique que j'ai évoquée tout à l'heure, une autre contrainte, c'est la contrainte temporelle. C'est-à-dire que quand vous passez d'un mode cycle en V à un mode agile, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est dire: «OK, plutôt que de réfléchir pendant un an à quel est le plan d'innovation stratégique qu'on peut mettre en place, on va se donner 2 semaines et puis on verra ce qu'on a à l'arrivée». Et de façon assez surprenante, on se rend compte que quand on met cette contrainte temporelle de façon très, très forte, on a beaucoup plus d'innovation radicale, à tous les niveaux, que ce soit, je dirais en innovation prospective ou, en développement, que lorsque, on est vraiment dans une logique, de cahier des charges, très long, avec des processus qui sont extrêmement structurés. Et puis, un dernier aspect sur les enjeux de culture, c'est vraiment important de retirer les préconçus sociaux, et culturels. C'est-à-dire que si vous commencez à innover en disant: «Bon, ben, moi, je suis le chef, donc quand je parle, j'ai une meilleure idée que les autres par définition», c'est compliqué. Il faut créer des contextes de confiance, des cercles de confiance, où tout le monde peut donner, ses idées, ses hypothèses là-dessus et essayer de faire en sorte que ce soit, des cercles qui soient pluriels en termes sociologiques et pluriels en termes, d'expertise. Qu'il y ait quelques codeurs, potentiellement des designers, qu'il y ait des gens de métier, puis potentiellement qu'il y ait aussi des usagers, dans, cette expérience. C'est comme ça qu'on crée de l'innovation radicale. Donc les enjeux culturels sont importants et sont franchissables. C'est-à-dire que moi, je suis très souvent confronté à des entreprises qui me disent: «Oui, mais on a l'impression que nous, on n'est pas comme ci ou pas comme ça». Je considère que toutes les entreprises peuvent, à condition de se donner les moyens, c'est une grosse, réserve, réussir à rentrer, dans cette logique, d'innovation, radicale. Et puis le dernier, l'avant-dernier sujet, c'est évidemment, de rentrer, dans une logique d'expérience utilisateur. C'est-à-dire, ce qui est suprême dans la transformation numérique, c'est de tenir compte d'une expérience la plus aboutie possible pour l'utilisateur. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'exemple bancaire, c'est vraiment de se dire: «En fait, l'utilisateur qui est face à moi, c'est quoi sa vie? C'est quoi son quotidien? Et comment, à partir de mon métier, à partir de ma data, je peux l'aider à faire ça». Ça, c'est vraiment le cœur de, la révolution digitale. Puis le dernier aspect, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est il y a, des risques finalement. Il y a des risques de compliance, il y a des risques, à l'égard des enjeux de données privées, il y a des risques de cybersécurité. C'est des risques, qu'il faut prendre en compte, qui ne doivent pas être des freins à l'innovation, mais qui font partie plus de la culture de l'entreprise, que, d'autres choses. Alors, vous pouvez me poser la question, finalement, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Il faut faire ça tout simplement parce que on est passé dans un monde où l'innovation était dans des cycles, plutôt lents, le monde de la deuxième révolution industrielle, qui était un monde très, taylorisé, dans un monde où les cycles d'innovation, parce qu'ils sont portés par le numérique, par la data, par, le monde des startups, les innovations sont plus courtes et peuvent venir de n'importe où. C'est-à-dire que peut très bien y avoir, je vais en parler un peu plus tard,
une start-up qui vient de l'autre bout du monde et qui finalement est capable de disrupter, comme ça a été le cas pour les taxis avec, Uber par exemple, un univers extrêmement traditionnel. Donc plutôt que d'être, en défensif, il faut passer en offensif et c'est pour ça que ces règles sont extrêmement importantes pour réussir à faire ça.